Commençons à l'heure. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle rencontre d'Hippocrate intitulée donc Covid-19, une éthique sous tension entre santé publique et souffrance humaine. Vous êtes ce soir plus de 400 inscrits et ceux qui ne peuvent suivre cette rencontre donc, pourront la suivre et la revisionner sur notre chaîne YouTube Groupe LEH. Le dernier slide de cette intervention que je vous montrerai. La rencontre d'Hippocrate est co-organisée par l'Espace régional d'éthique Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers. D'abord, le conseil juridique, le fameux Assimi Goïta, l'homme fort, hier. C'est bon, j'ai désactivé le son. De la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Poitiers, ainsi que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vienne, et avec le soutien de nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité, groupe mutualiste d'assurance et de services destinés aux professionnels de santé, et de la Fondation Anthony Merguenet, qui œuvre à la promotion des prises de conscience et éthiques. Je rappelle que les rencontres d'Hippocrate ont été créées en octobre 2010 par l'Université Paris-Descartes sous la direction de Christian Hervé, puis délocalisées en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, puis Poitiers, puis Limoges. Elles sont des conférences ouvertes au grand public où des personnalités du monde de la politique, de la santé ou des sciences humaines viennent échanger et débattre sur des thématiques d'actualité liées à la santé et l'éthique. Leur production et la diffusion des vidéos sont assurées depuis 2016 par le groupe LEH, les études hospitalières, spécialisées en information et expertise en droit, gestion, management, stratégie de la santé, qui sont organisées autour de 4 activités, l'édition, la formation, le conseil et l'événementiel. D'accord. Donc, je rappelle que les rencontres sont, donc, vous pouvez les retrouver sur notre site. Tu fais autre chose. Vidéo. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 7 juin à partir de 18h30 sur un sujet d'une actualité brûlante, puisqu'il s'agit du pass sanitaire. Quel enjeu juridique et éthique? La rencontre de ce soir a pour conférencier le professeur Roger Gilles, que je remercie sincèrement pour le renouvellement de sa confiance en acceptant d'animer cette conférence et pour la publication de ses ouvrages, et en particulier le dernier qui porte le nom de cette conférence. Qu'il en soit remercié. Cette rencontre sera modérée par le professeur Bloch, professeur de droit privé du Collège Santé, co-directeur du Master Droit de la Santé de l'Université de Bordeaux, à qui je donne la parole afin de présenter la rencontre, le déroulé de la rencontre et notre intervenant. À toi, Laurent. Merci. Merci Sébastien. Donc, bonsoir à toutes et à toutes, à tous et à tous, pardon. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Roger Gilles, donc, qui est neuropsychiatre et puis un grand spécialiste des problématiques d'éthique, puisqu'il a lui-même créé un espace éthique et aujourd'hui, il dirige l'espace régional de réflexion éthique de la région Charente-Poitou, si je ne me trompe pas. Alors, Poitou-Charentes même, je crois qu'on dit maintenant, pardon. Donc, nous allons l'écouter avec plaisir et je voudrais le remercier vivement d'avoir accepté de participer à cette soirée. Le fil conducteur, c'est son dernier ouvrage. Hein. Il avait déjà écrit il a fait plusieurs ouvrages, mais le dernier, c'était les grandes questions de la bioéthique chez LEH. Et puis, le livre qui nous intéresse ce soir, c'est sur le Covid-19, donc avec ce sous-titre « Une éthique sous tension ». Et alors, moi, j'ai le privilège d'avoir lu cet ouvrage. Et c'est vraiment, je dirais, presque perturbant de le lire, hein, parce que ça pose beaucoup de questions. C'est un journal de bord, en fait. Vous verrez quand on a cet ouvrage.
où le professeur Gilles réagit à l'actualité, mais il réagit pas comme réagissent des chroniqueurs sur des plateaux télé, c'est-à-dire qu'il a la capacité immédiatement à prendre de la distance, à resituer le problème et poser les bonnes questions. Et vous verrez qu'il a une approche qui est une approche toujours d'une éthique concrète, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de raisonner sur des grands principes, mais de voir comment concrètement cette éthique au quotidien doit être appliquée, peut être appliquée. Hein. Il y a un hiatus parfois entre ce qui doit être, ce qui devrait être et ce qui peut être. Et le professeur nous amène justement sur ce passage, sur ce chemin, il nous accompagne. Voilà. Moi, je m'en fous de le voir. Je vous demande une nouvelle fois d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Je vous remercie. Cette intervention, donc, elle est prévue pour environ 45 minutes, pendant lesquelles vous pouvez éventuellement réagir sur le chat, mais en revanche, vous ne pouvez pas prendre la parole. Mais on gardera un temps, évidemment, en fin de conférence, autour de 19h. On gardera une bonne demi-heure pour que vous puissiez intervenir si vous le souhaitez et poser vos questions. Cette intervention, elle va se décliner autour de grandes thématiques. La première sera sur les questions de l'isolement et du confinement, notamment avec cette question qui s'est posée au niveau des EHPAD. Vous êtes assez peu discipliné ce soir, hein, je dois dire, au niveau des micros. C'est un petit peu compliqué. Alors, je désactive parfois les micros de manière un peu autoritaire, hein, je suis désolé, mais comme visiblement, il y a parfois quelques difficultés. Oui, donc je vous disais 3 thèmes. Hein, cette histoire cette problématique de l'isolement, du confinement dans les EHPAD, donc il a fallu prendre en compte avec parfois des impératifs difficilement conciliables. Également la difficulté de la relation au visage, qui est extrêmement importante, notamment pour des personnes atteintes de troubles cognitifs, avec la problématique du masque. Et puis nous terminerons sur la question de la vaccination, avec comme fil conducteur toujours finalement la problématique entre le terrain, la réalité, et puis parfois des normes qui peuvent sembler un petit peu déconnectées de cette réalité. Voilà, sans en dire beaucoup plus, je vais passer la parole immédiatement au professeur Gilles, que je remercie encore, et je lui laisse la tribune virtuelle avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Bloch. Merci, M. Clément. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, merci d'être là. Je m'aperçois que je suis stressé de savoir votre nombre et que je vais essayer de tenter une série de réflexions vives sur la pandémie que nous vivons, réflexions alimentées par un exercice régulier de lecture de l'actualité, de confrontation de cette actualité aux témoignages recueillis à partir de l'observatoire que constitue un espace éthique, mais aussi référence bien sûr à la presse en général et référence aussi bien sûr à la presse scientifique. C'est un peu ce mélange qui m'a permis d'opérer cet exercice de distanciation proche, si vous permettez cet oxymore, car il faut montrer que l'éthique est capable de s'adapter à l'urgence. L'éthique n'est pas un exercice de méditation solitaire, c'est un exercice de méditation pour l'action. Si l'éthique n'est pas performative, si elle n'est pas capable de se déployer dans le quotidien présent des vies, eh bien, l'éthique alors ne servirait à rien. Elle serait un exercice méditatif, théorique. Et je pense que c'est d'abord ce qu'il faut faire comprendre. L'éthique, c'est l'action, et la parole éthique est d'abord une action. Parler, c'est agir. Nous le savons bien maintenant, et c'est le premier acte de l'action. Laurent Bloch vous l'a annoncé, nous avons choisi évidemment quelques thèmes
quelques thèmes parmi bien d'autres qui auraient pu être développés. Mais c'est vrai que la pandémie, on l'a dit souvent, a joué le rôle d'un effet loupe sur les questionnements éthiques. La pandémie n'a pas créé, bien entendu, la problématisation éthique. Elle a simplement eu cet effet de grossissement. Et donc, dans cette liste qui vous a été annoncée, on pourrait commencer d'abord par une réflexion sur le confinement, et notamment dans les lieux où le confinement a été le plus douloureusement vécu, c'est-à-dire dans ce que nous appelons en France, avec cette spécificité française, les établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Comment avoir créé un mot aussi artificiel pour dire des maisons de retraite ou des maisons de retrait? Je sais pas, on aurait pu inventer un autre mot. Mais enfin, la France a des originalités de créer comme ça quelques avatars lexicaux qui après rentrent dans le langage commun et qui nous rendent incompréhensibles, bien sûr, au-delà de nos frontières. Bon, les EHPAD, bien sûr, ont payé un lourd tribut à la pandémie, à la fois sur le plan des vies perdues et des souffrances endurées. Souffrance des résidents, souffrance aussi, bien entendu, des personnels. Je ne vais pas répéter des chiffres qui sont connus. D'ailleurs, ces chiffres m'étonnent toujours. 30 000, enfin, Santé publique France a renoncé maintenant à différencier les décès en EHPAD des décès hospitalisés. Et il est vrai que les conditions du diagnostic au début étaient des conditions un peu préhistoriques, sans test biologique. À partir de 2, le troisième était un Covid, le quatrième un Covid. Bon, est-on mort du Covid? Est-on mort avec le Covid? Tout cela fera lieu, j'espère, de réflexions scientifiques ultérieures. Mais simplement, les seuls chiffres que je voudrais donner, c'est la surexposition des personnes âgées au risque de mort, au risque de Covid-19 grave. Bon, si on prend comme référence la population 18-49 ans, eh bien, à partir de 50 ans jusqu'à 64, c'est 3 fois plus de risque de décès. La décennie suivante, 65-74, c'est 7 fois plus. De 75 à 80 ans, c'est 10 fois plus. Et au-delà de 80, c'est 16 fois plus de risque de décès. Voilà. Il ne faut pas abuser des chiffres parce qu'il n'y aurait-il qu'un seul décès, ce serait dans une éthique de la personne déjà un décès de trop. Mais enfin, bon, l'émotion quantitative est une émotion, une piètre émotion, mais enfin, bon, il est d'usage quand même de mettre en perspective les choses. Et bien évidemment, le mois de mars 2020 a été marqué par le confinement, la décision du confinement, et d'une manière sans doute symbolique. C'est le confinement des EHPAD qui a précédé d'une semaine le confinement de la population. Et on a entendu des concepts comme ça qui ont été lancés, et il faut bien sûr ces concepts soigneusement les visiter, les revisiter. Et je pense en particulier au concept d'abord de biopouvoir. Est-on dans un pays qui a manifesté un biopouvoir excessif? Et là, il est d'usage de se référer à Michel Foucault, bien sûr, bon, philosophe poitevin, très connu, mais pour citer le biopouvoir de Michel Foucault, il faudrait avoir lu ses textes. Or, souvent, il y a une insuffisance. On prend un mot et ce mot devient en quelque sorte magique. Michel Foucault a appelé biopouvoir le pouvoir qu'exercent les forces politiques, les gouvernements sur la santé de la population, car les gouvernements estiment de leur devoir de protéger la population. Et ce biopouvoir n'est pas une invention récente. Je rappelle que les ordonnances de Jean Ier en avril 1352 et de Charles V en octobre 1364 et en juillet 1370
contraignait les médecins à divulguer le nom des blessés ou des malades. Et en faisant un saut multiséculaire, en 1892, la loi a obligé les médecins à déclarer nominativement les maladies contagieuses prévenues par la vaccination, ce qui fut confirmé en 1902. Et il y a aujourd'hui en France 31 maladies à déclaration obligatoire, du botulisme à l'hépatite B, du tétanos au sida. L'État peut de la sorte évaluer par ses déclarations le risque épidémique et mettre en place des politiques de santé publique qu'il estime aptes à protéger la population. De là, rien de nouveau. Les termes de pouvoir sanitaire sont des termes excessifs. Il n'y a pas eu de réel pouvoir du Conseil scientifique puisqu'il n'avait pas mission de décider. C'est un privilège du pouvoir politique que d'exercer ce que Michel Foucault a appelé ce biopouvoir. Et ce biopouvoir, il a une visée, bien sûr. Et cette visée, elle est éthique et elle relève d'une éthique utilitariste, c'est-à-dire qu'elle vise le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et dans le cas particulier de ce Covid naissant, évidemment, il avait été prévu, à juste titre d'ailleurs, que dans ce plus grand bien pour le plus grand nombre, il fallait porter une attention aux populations les plus menacées, aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire aux populations les plus âgées et aux populations dont la situation de vie crée des conditions d'amassement et donc de contagion. Donc, évidemment, ces lieux que nous avons créés et qui s'appellent les EHPAD. Et alors, évidemment, cette protection qui a d'abord visé les plus vulnérables, d'où évidemment le confinement symboliquement avancé d'une semaine, j'allais dire, par rapport au confinement généralisé, il s'est fait au nom de ce qu'on appelle la raison publique. La raison publique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une manière de fonder rationnellement les décisions d'une nation, d'un groupe social, de les fonder rationnellement sur le respect mutuel, de les fonder sur les conditions de réciprocité. Un être humain ne peut pas menacer un autre, un citoyen ne peut pas menacer un autre, donc un citoyen contagieux peut en menacer un autre, donc comment faire en sorte pour limiter les dégâts? Et cette limitation des dégâts invoque la raison publique, en sachant bien entendu que la raison publique n'est pas débattue par les citoyens dans ces situations de crise, elle est décidée par les gouvernements, les citoyens ne l'exprimant qu'au moment du vote, de temps en temps, quand on les consulte d'ailleurs, peut-être moins souvent sur des programmes que sur des personnes, alors que les temps de respiration sont encore à inventer. Mais enfin, il y a une légitimité, bien entendu, démocratique à ce que les personnes qui nous gouvernent arguent de cette raison publique. Il est normal, il est rationnel de ne pas surexposer et il est normal que les libertés des uns n'altèrent pas les libertés des autres, que les libertés des uns ne rendent pas donc malades les autres. Et nous avons vu alors se développer ce qu'il est trop classique d'invoquer en éthique, cette première tension éthique que j'appellerais classique, même si vous allez voir qu'au nom de la concrétude, elle peut aujourd'hui sembler quelque peu dépassée. Cette tension éthique classique, c'est la tension qui oppose le plus grand bien pour le plus grand nombre, et soyons clairs, c'est le collectif, ceci, et les libertés individuelles. Eh bien, cette tension-là, quand on l'invoque, c'est une tension qu'on invoque au nom du siècle des Lumières. Ne touchez pas rationnellement à nos libertés. Les libertés sont un élément très important des droits de l'homme. Et donc, si on touche aux libertés, il faut le faire avec des raisons
et il faut les faire avec des raisons argumentées. Pourtant, peut-on dire que le confinement aurait pu être critiquable parce qu'il a été liberticide, comme certains ont pu l'écrire? On ne peut pas en rester à cette tension dans sa dimension rationnelle, désincarnée du siècle des Lumières. Non pas, bien entendu, que le siècle des Lumières avait tort et qu'Emmanuel Kant n'avait pas vu juste, mais enfin qu'on sent carguer des libertés publiques ne suffit pas à faire ressentir dans la chair humaine, dans le vécu, ce qui peut se passer en période pandémique. Quel est l'espace de liberté que je dois avoir dans un contexte où le corona, le SARS-CoV-2 peut me tomber dessus à tout moment. Et c'est là qu'il faut savoir passer dans la réflexion du bien collectif, utilitariste, du plus grand bien pour le plus grand nombre et des plus vulnérables, à ce qu'on appelle le bien commun. Combien de fois lit-on le bien commun? Et je pense qu'il est très important de méditer sur ce sujet qui est crucial, parce que c'est lui seul qui peut nous conduire vers une éthique de la personne dans sa singularité, alors que la visée utilitariste ne le peut pas. Elle est une visée démocratique habituelle, mais arguer du bien commun ne veut pas dire le bien collectif. Le bien collectif, c'est le plus grand bien pour le plus grand nombre en laissant un reste de côté. On diminue le nombre des chômeurs, eh bien oui, on a fait une œuvre utilitariste, mais le bien commun quête autre chose. En effet, pourquoi d'ailleurs, me suis-je dit de temps à autre, pourquoi ne pas appeler ce bien commun à l'image du four banal du Moyen-Âge, le bien banal? Le bien banal, c'est-à-dire le bien accessible à tous, en somme à chacun, en somme le bien qui ne peut être refusé à personne. Autrement dit, quelle est la quantité de biens que l'on ne peut refuser à aucun citoyen, à aucun être vivant? C'est à cela que s'intéresse le bien commun. La faiblesse de la philosophie utilitariste est de viser le plus grand bien pour le plus grand nombre, une appellation du collectif, en se résignant alors à l'absence de bien pour le reste, mais en essayant de diminuer ce reste, diminuer le nombre de chômeurs, diminuer le nombre de malades, diminuer le petit nombre d'exclus. Eh bien parce qu'effectivement, comment définir le bien? En évitant de le définir, on peut le réduire au quantitatif, une sorte de tout ou rien. Alors évidemment, le bien que l'on poursuit dans une société, est-ce que c'est le bien-être, est-ce que c'est le plaisir, l'hédonisme, le bonheur, le démonisme? L'utilitarisme ne s'en sort pas. Et finalement, ma fibre neurologique me conduit à assimiler parfois ce bien à ce que nous appelons en neuropsychologie le circuit de récompense. Le circuit de récompense, voilà. L'action pour avoir un retour, se sentir bien. Un peu ce que Changeux signifiait quand il disait la dopamine est l'hormone du plaisir ou le neuromédiateur du plaisir. Peut-être, mais un peu court. Or, le bien commun est d'un autre ordre. Le bien visé, dans le cadre du bien commun, est un bien complexe, qualitatif. Il désigne quoi? Eh bien, je pense qu'on pourrait s'accorder pour dire qu'il est d'abord et qu'il doit être la source de tout ce qui peut faire grandir en l'homme son humanité. Aller vers le bien commun, essayer de définir ce bien irréductible, c'est aller vers un peu plus d'humain,
en l'homme. Bien sûr, car l'homme est une humanité en construction. Cette humanité en construction de l'homme, c'est bien sûr sa capacité à se référer à des valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais ces valeurs, quand on les envisage de manière rationnelle, elles ne sont pas des tout ou rien. On ne peut pas dire qu'on est libre ou qu'on n'est pas libre. On ne peut pas dire qu'on est égal ou inégal. On ne peut pas dire qu'on est fraternel ou qu'on ne l'est pas. La liberté a ses limites, nos limites physiques, les limites du vivre ensemble qui forgent la raison publique. L'égalité a ses limites, et oui, l'égalité a ses limites, des limites qu'on peut appeler ontiques. Ben oui, oui, mais il y a aussi les limites qui tiennent à l'organisation du corps social, avec ses chefs, ses sous-chefs, ses généraux, ses caporaux. Oui, l'égalité n'est pas un tout ou rien. La fraternité a aussi ses limites, des limites physiques ou plutôt spatiales, entre les hommes lointains du bout du monde. Plus de bébés meurent dans le monde que de Covid. Oui, mais c'est une éthique de champ lointain. Et pourtant, ce bébé qui meurt au loin, il est aussi notre frère. Oui, mais il est loin. Et la fraternité a des limites spatiales. Et puis, bien sûr, aussi cette fraternité qui peut jaillir d'une proximité immédiate avec quelqu'un qui devient un proche. Oui, ne simplifions pas rationnellement. La liberté, l'égalité, la fraternité sont des données qualitatives. Et ces valeurs-là ne sont pas des références abstraites, même si elles ont été légitimement promues par le siècle de Lumière. Elles sont une aspiration, et une aspiration vers des compromis. Et c'est précisément à ce niveau-là que s'opère la réflexion éthique. Autrement dit, à partir de quel niveau la restriction légitime de liberté, d'égalité, de fraternité s'abaisse au-dessous du seuil d'humanisation. Et c'est ce qui a pu être franchi parfois dans certains EHPAD. Et nous allons bien entendu en parler. Oui, le bien commun, ce n'est pas un bien théorique, c'est un bien qualitatif qui a une jauge, mais une jauge qui veut dire autre chose que celle dont nous parlons couramment. Et cette jauge-là, c'est à partir de quand je vais au-dessous de la limite d'humanisation. Ça veut dire à partir de quel niveau je me situe en rupture anthropologique, comme le sort qu'on a réservé aux mourants jetés dans des sacs de plastique. Oui, il y a un seuil d'humanisation qui est fondamental et qui constitue l'ossature de cet obstacle infranchissable, qui est précisément ce qu'on devrait appeler d'une manière nouvelle et pas d'une manière mécanique ou automatique le bien commun, en le confondant avec le collectif. Les mesures collectives utilitaristes qui visent le plus grand bien pour le plus grand nombre, y compris en période pandémique, eh bien on peut risquer de dire que ces mesures utilitaristes ne peuvent pas aller au-delà de ce seuil d'humanisation qui est un lieu de rupture anthropologique. Et ce bien commun, parce que finalement, il est le bien minimal de chacun, le bien au-dessous duquel on ne peut pas aller, c'est lui qui nous permet et qui nous contraint de passer du général, de la loi, des recommandations, des injonctions, des exhortations, des objurgations, à la singularité de la personne humaine, dans sa plénitude, dans son existence unique, dans son événement unique, dans l'histoire du monde, avec cette conviction que dans une démocratie, des mesures générales utilitaristes ne peuvent pas faire le malheur au singulier des vies humaines. Une démocratie ne peut pas vouloir cela. L'exercice fondamental
de discernement passe effectivement là. Et du coup, ce bien commun va nous conduire à l'homme de chair, à ce qu'on appelle aujourd'hui cette nouvelle construction d'une éthique incarnée, d'une cognition incarnée. L'être humain, en effet, n'est pas qu'un corps anatomique ou biologique dont il faut assurer la santé des cellules. Oui, il le faut, mais il le faut parce que ce corps anatomique, ce corps histologique, ce corps physiologique est un corps, nous n'avons pas le mot en français, c'est un corps organique, un corps vécu, un corps vivant, ce que nos amis allemands appellent le Leib. Le Leib, c'est le corps vivant, le corps agissant, le corps existant. Mais curieux défi que nous pose notre corps, nous le retrouvons, ce défi exprimé par tant de personnes qui ont pensé avant nous et qui nous ont éclairés. Je pense à Gabriel Marcel. Être incarné, c'est apparaître comme corps sans pouvoir s'identifier à lui et en même temps sans pouvoir s'en distinguer. Curieuse équation que ce corps, qui est nous et pas nous, totalement nous, mais autre chose. Pourquoi? Eh bien, effectivement, parce que ce corps est un corps animé qui devient un être qui désire continuer sa route, ce désir de vivre dont parlait Spinoza et qui est le fondement de toute vie humaine. Le fondement de toute vie humaine, c'est ce désir de persévérer dans son être, que nous sommes loin d'un corps biologique statique. Oui, ce désir de persévérer dans son être, c'est le désir de vivre. L'être humain, dans ce désir de vivre, est un nœud de signification vivante, disait Merleau-Ponty, et c'est un nœud de relation. L'être humain ne peut pas s'imaginer sans l'autre. Nous y reviendrons brièvement, mais pour une raison très simple, et nous le redirons peut-être, c'est que c'est depuis notre naissance l'autre qui nous a appris notre humanité. C'est l'autre qui atteste de notre humanité. Le seul visage au monde que nous ne voyons pas, c'est le nôtre. Ce sont les autres qui nous rassurent sur notre appartenance, et cela depuis notre enfance. Alors l'être humain, oui, Aristote avait dit qu'il est par essence un être sociable. Kant parlait de la sociabilité de l'homme avec ses difficultés, mais toujours cette tendance à être en relation avec. L'être humain est à la fois un être en soi et un être au monde. L'être humain, dans sa relation au monde, il a besoin de se sentir agent, A-G-E-N-T bien sûr, l'agentivité, c'est-à-dire force de création, auteur de ses actes, responsable de ce qu'il fait, pouvant conduire sa vie même avec un Alzheimer qui déambule, pouvoir déambuler. De quel droit ne pas déambuler si votre désir vous pousse à déambuler? L'homme, disait Paul Ricoeur, a besoin de se sentir un homme capable d'aller et venir, capable de dire, capable de se raconter, mais capable aussi de paniquer, de se dire dans une histoire, capable de ne pas tout se laisser guider par d'autres, car effectivement, sitôt qu'il se sent exclu, isolé, eh bien, il se frappe de mésestime. L'homme qui se sent incapable se mésestime, il se sent isolé, et c'est là que surgit la souffrance. La cognition incarnée ou l'éthique incarnée, c'est cette prise de conscience que la privation de liberté, au-delà de son aspect rationnel, exige de notre part un travail de discernement pour repérer le seuil à partir duquel cette absence de liberté altère le
désir de vivre et entraîne la souffrance. Nous savons bien, et c'est la deuxième fois que je ferai allusion aux neurosciences, que les études de neurosciences ont montré que des situations d'exclusion sociale activent sur le plan cérébral, et on le voit en imagerie fonctionnelle, les mêmes zones que les douleurs physiques. Les anglo-saxons parlent de social pain. Ce sont des souffrances. Il est illusoire de vouloir diviser aujourd'hui les douleurs physiques, les douleurs morales. On est toujours dans les divisions archaïques. Non, il y a des souffrances qui peuvent être causées par des douleurs physiques. Ils peuvent être causées par l'exclusion sociale. Et là, je vise l'isolement. L'isolement. Ah oui, bien sûr, l'isolement des personnes atteintes de Covid. On ne pouvait pas faire autrement. Et on a vu des endroits où, sans qu'il y ait de Covid, par souci de prudence, on appelle ça un principe de précaution, parce qu'on n'a peut-être pas bien compris ce que c'est que la précaution. On a isolé ces personnes saines. Alors évidemment, certains l'ont bien supporté, bien sûr, bien sûr. Si quelqu'un peut rationaliser, s'approprier, oui, je sais qu'il faut que je m'isole. Mais si quelqu'un est amnésique, s'il a un Alzheimer, s'il est en difficulté, s'il est dépressif, eh bien, il a été isolé comme les autres, car il fallait protéger tout le monde, y compris de rien du tout. Au nom de quoi? Nous allons peut-être essayer de le trouver. La souffrance humaine commence là, et elle commence par ce lent dépérissement du désir de vivre. Que j'ai apprécié cette directrice d'EHPAD qui nous a dit un jour, dans une de nos rencontres, qui nous a dit, quand j'ai vu mes résidents isolés et je me suis aperçu qu'ils ne mangeaient plus. Voilà l'éthique incarnée, voilà le seuil qui a été franchi. Et cette directrice d'EHPAD l'avait compris. Et elle s'est dit aussitôt, mais de quel droit est-ce que j'impose ça? Elle ne nous a pas dit la solution, et peu importe. Mais la posture était éthique parce qu'elle était une posture de souffrance éthique, une posture plutôt d'angoisse éthique. Il n'y a pas d'éthique sans angoisse, il n'y a pas d'éthique sans inquiétude de l'autre. Et elle avait compris, cette résidente d'EHPAD, par cette phrase toute simple, je ne pouvais plus ne pas les laisser manger. Voilà l'éthique incarnée au quotidien d'une vie qui indique que le seuil anthropologique a été franchi et combien en avons-vous toléré? Alors évidemment, des divertissements ont été organisés, des animations diverses, tout, mais c'est du proche dont beaucoup de personnes avaient besoin. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, le Covid-19 doit nous faire revisiter le sens de la visite. Revisiter le sens de la visite. Une demi-heure, tous les 15 jours. Pourquoi? De quel droit encore aujourd'hui cela existe-t-il? Il faut réfléchir à cela. Il faudrait que les raisons soient massives pour faire du collectif ce que Saint-Exupéry appelait, et je l'ai mis en exergue de mon livre, cette phrase, j'ai trouvé extraordinaire, une termitière. Nous ne sommes pas des termites vivant dans une termitière. Nous sommes chacun des êtres qui ont besoin d'accéder à un minimum de biens. Alors bien sûr, ce bien commun, il faut aussi s'habituer à ce qu'il soit inégal par essence, car les besoins sont inégaux. Nous avons entendu à la cellule d'écoute et des dialogues éthiques dire, ici et là, je ne peux pas faire de différence entre mes résidents. Mais erreur profonde. Les résidents qui ont peu de besoins, eh bien, il faut aller les combler de la manière qu'ils souhaitent, et ceux qui en ont plus de besoins, il faut leur en donner plus. Quand on dit 2 visites par semaine, mais c'est inacceptable dans le cas d'une éthique de la personne. Si, c'est une moyenne épidémiologique, mais voilà ce qu'il faudrait arriver à comprendre. Si nos épidémiologistes nous disent, ben vous voyez 2 visites par semaine pour cette EHPAD, ça fera à peu près tant de visites, etc. Bon, très bien, faisons-le, allons-y. Mais ça veut dire aussi qu'un tel n'aura besoin que d'une visite tous les 15 jours, et puis de l'autre, 4 par jour, 4 par semaine. S'adapter à l'autre,
L'éthique incarnée, c'est une éthique qui colle à la vie de l'autre, qui ne lui donne pas plus qu'il faut, mais qui n'excipe pas d'un égalitarisme désuet pour aller, évidemment, à l'encontre de ce qu'on peut appeler l'équité. Et ceci nous amène de la conception de la justice à la conception de l'équité. Oh, c'est une vieille notion. Mais tout à l'heure, j'ai dit, il n'est pas possible d'envisager que dans une démocratie, au XXIe siècle, chez nous, des mesures puissent entraîner le malheur de personnes. Ceci n'est pas possible. Et du coup, ceci réclame un travail de discernement, précisément à l'articulation de prescriptions descendantes, top-down, et de leur articulation avec le quotidien présent des vies. C'est ce choc qu'il faut gérer. Et ce choc, on peut le gérer de plusieurs manières. On peut le gérer par une obéissance passive, mais cette obéissance qui évite de penser, on peut parfois le gérer par une obéissance empressée. On peut parfois le gérer par la peur de la vie vivante. Ah, si le Covid venait, alors il dit ça, faisons-le, faisons-le. D'ailleurs, l'ARS a dit, eh bien non, justement, nous qui étions en relation étroite avec l'ARS, elle n'avait pas toujours dit ça, l'ARS. Et à la cellule d'écoute, elle a dit, mais lisez, oui, lisez, mais effectivement, quand on prône des mesures d'élargissement et qu'on dit ensuite, chaque EHPAD peut décider, mais alors qui, au nom de qui? Est-ce que nous sommes dans une féodalité? Comment on faisait? Peut-on avoir des droits de basse justice comme ça au niveau administratif, en interdisant des visites? Mais c'est des responsabilités gravissimes, considérables, collégiales, qui ne peuvent pas en appeler à une seule personne. Ça peut être aussi la peur du juge. Bien sûr, ah, si on avait un procès, bon, notre justice existe, faisons-lui confiance. Oui, bien sûr, un procès, une société judiciarisée, nous n'y pouvons rien. Alors effectivement, ces mesures, elles demanderaient à être appropriées, à être individualisées, à être personnalisées. Une mesure ne peut pas vouloir le malheur. Et d'ailleurs, dès le début du Covid, nous l'avons compris, à l'espace éthique de Nouvelle-Aquitaine, nous ne sommes pas le seul, et d'ailleurs, avec le plein soutien de l'Agence régionale de santé, nous avons diffusé aux établissements médico-sociaux une réflexion en disant confinement, visite interdite, mais on ne peut pas refuser d'accompagner quelqu'un en fin de vie. Voilà le point de rupture du bien commun. Et oui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette transgression apparente des lois n'est pas une authentique transgression. C'est une exception citoyenne qui vise peut-être à tenter d'améliorer la loi en retour. Nous, citoyens, nous avons le droit de penser et de dire et de faire remonter ce qui peut nous préoccuper. Et effectivement, très rapidement, des recommandations sont venues. Et nos collègues de réanimation ont aussi pratiqué cet accompagnement pour des situations graves. Et on sent bien finalement que cette exception A est un hommage à la règle, c'est un hommage à la loi. Oui, il y a la loi qui s'applique, elle est nécessaire, nous en souffrons, mais nous n'irons pas au-delà de ça, parce que là, nous sommes en état de rupture anthropologique. Nous ne l'acceptons pas. Nous n'accepterons pas de ne pas montrer quelques secondes le visage d'un proche décédé, sous prétexte qu'il peut contaminer, alors que quelqu'un qui est décédé contamine moins que quelqu'un qui respire. Et on n'a pas à boucler la fermeture éclair et à faire des photographies, comme ça a été fait ici et là,
et à empêcher des proches de voir quelques secondes le visage dans cette démarche anthropologique fondatrice qui est le rite de l'inhumation à laquelle nul n'a le droit de toucher. Voilà. Voilà quelques exemples qui montrent effectivement que cette articulation nous fait passer de la justice à l'équité. Épiquier, disait Aristote, exception. Exception pour en retour amender, instaurer un courant ascendant pour que les règles s'améliorent. Lex semper reformanda est. Si la loi était parfaite, nous n'aurions plus besoin de nos amis juristes. Il suffirait tout simplement de dire, voilà, le corps de doctrine, il est établi. Mais on sait bien qu'une loi doit sans cesse être réformée. Mais soyons des acteurs de cela et pas des citoyens passifs. Et ceci, évidemment, me conduit à évoquer un très épris de citoyenneté qui est Alain, et que j'ai cité aussi. Et il disait, les règles ont toutes le même effet, elles endorment la conscience. Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre, par la résistance, il assure la liberté. Vous voyez que la posture éthique ne peut pas consister à critiquer des mesures gouvernementales, mais pas du tout. La tâche d'un gouvernement est difficile, il aura toujours tort, il fera toujours mal pour certains, mais nous devons au quotidien présent de notre vie, dans le cambouis du quotidien, essayer d'améliorer pas après pas, comme Saint-Exupéry le disait de Guillaumet, ce qui compte, c'est de faire un pas, toujours un petit pas dans la sphère, et pas de grandes paroles de consternation, d'exhortation ou d'objurgation qui ne mènent pas à grand-chose. Non, au quotidien, nous avons notre mission. Comment peut-on changer dans l'espace qui nous est donné un tout petit peu la vie, un tout petit peu, comment atténuer les ruptures anthropologiques, comment le faire comprendre. Mais c'est vrai que l'éthique n'est pas encore parfaitement comprise, peut-être parce qu'il faut qu'elle retrouve cette incarnation et que le fasse comprendre à ceux qui ne la fréquentent pas et qui n'en sentent pas l'urgence. Le temps passe et je vais peut-être faire un saut sur la relation au visage de manière brève. Je voudrais néanmoins, pour terminer sur les EHPAD et sur le vieillissement, dire aussi qu'il est urgent de transformer nos représentations du vieillissement. Vous savez, on a voulu exciper d'une rupture, d'une difficulté du lien intergénérationnel au cours de cette crise. Quel drame artificiel a été créé, comme si les souffrances pouvaient épargner les jeunes. Non, les jeunes ont souffert, mais pas par opposition aux sujets âgés. On a discuté des priorités, nous pourrions en reparler beaucoup, mais ce sont nos représentations du vieillissement. Nous vivons le vieillissement comme une charge, alors que le vieillissement est une chance pour la société. Et je peux risquer de dire, vous savez-vous, que si demain nous guérissions l'Alzheimer, tenez, d'un coup de baguette magique, ce serait une catastrophe économique et sociale pour notre pays, car les vieux, on leur pique tout leur argent, et cet argent est injecté dans l'économie et la fait vivre. Et on parle de la silver economy avec des centaines de millions qui sont investis. Oui, les vieux sont une source de richesse parce que leur argent, ils ne le gardent pas, ils le donnent. Et cet argent irrigue la société. Alors, ce débat sur les retraites, nous en avons assez. La retraite n'est plus dans les poches, elle n'est plus dans les armoires, elle n'est plus sur les piles de draps. Elle est donnée à d'autres, donnée aux établissements qui reçoivent, et c'est bien normal. Bon, donnée aux artisans qui travaillent pour l'amélioration des conditions de logement, donnée aux fabrications d'ordinateurs adaptés au vieillissement, donnée à tout ce qui constitue aujourd'hui la silver economy. La richesse est une science, et on peut risquer de dire aujourd'hui que la richesse rapporte à la société et qu'elle est une source de richesse considérable. Après, évidemment, cette petite plaidoirie
en faveur du vieillissement, mais vous devinez qu'elle est sincère et qu'elle vient du cœur et qu'elle est pensée depuis longtemps et vécue. Je voudrais dire un petit mot sur la relation au visage. Il reste à peu près 10 minutes. Alors, la relation au visage a été très éprouvée par la crise pandémique et ceci peut donner l'occasion de réfléchir précisément à cette éthique incarnée dont je parlais, en partant alors d'un auteur qui s'est situé très à distance du courant rationaliste, et je veux parler d'Emmanuel Lévinas. Le visage, disait Emmanuel Lévinas, est épiphanie de la personne, c'est-à-dire manifestation de la personne. Et le visage me convoque, disait-il. Le visage, sa rencontre est un saisissement. Alors évidemment, je suis obligé d'être bref, les masques ont beaucoup altéré cette relation au visage. En effet, la relation au visage est une relation qui s'organise de manière extrêmement complexe. Nous avons d'abord la reconnaissance des caractères structuraux du visage, qui nous permet de renvoyer à des visages familiers, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de proches, et qui convoque notre mémoire didactique, nos connaissances, mais aussi notre mémoire épisodique, nos souvenirs. Je l'ai rencontré là, je l'ai rencontré là. Ceci, c'est la reconnaissance du visage. Et puis, le visage aussi, pour que la reconnaissance soit parfaite, induit un sentiment de familiarité. Ce sentiment de familiarité est extrêmement important, car il est une marque de confiance qui s'instaure, mais qui aussi joue depuis la nuit des temps pour défendre l'homme contre les visages austères, contre les visages menaçants, contre les visages qui doivent inciter à la fuite. Et puis, le visage, c'est reconnaître aussi ses émotions fondamentales. Les émotions fondamentales, ce sont les émotions innées. Les émotions innées, elles sont universelles. La peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût. 6 émotions fondamentales, 7 ou 8 pour d'autres auteurs. Quand la maman soulève son bébé de quelques semaines et lui sourit, son bébé va répondre par un sourire. Et il le fait grâce à ses neurones miroirs. Ne croyons pas que le bébé n'est qu'un singe. Même si les neurones miroirs ont été écrits dans un singe, oui, il imite sa mère. Mais les mouvements du sourire induisent en rétroaction un état émotionnel qui est celui de la détente et du plaisir. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Ces émotions fondamentales, elles sont transculturelles. Et tous les travaux de neuropsychologie, c'est la 3e référence, on ne dirait pas plus, tous les travaux de neuropsychologie ont montré, toutes les civilisations du monde ont le même registre d'émotions fondamentales qui fait correspondre ces émotions avec un vécu intérieur. Le bébé passera de la contagion émotionnelle peu à peu. Il devra évidemment se distinguer de sa maman, se dissocier d'elle et construire cette relation empathique qu'il développera avec les autres êtres humains. Oui, c'est le visage de l'autre et d'abord celui de notre maman qui nous a appris notre humanité. C'est ce premier visage qui nous a dit que nous étions humains. Et puis enfin, au niveau du regard et des yeux, s'opèrent d'autres émotions construites, sociales, beaucoup plus complexes. Et je vous invite, si vous avez le temps, à faire sur Internet le test de reconnaissance des émotions d'autrui dans le visage, test de Baron Cohen. Le test est gratuit, il est très intéressant. Et il vous angoissera un peu, ce qui est salutaire. Et il vous montrera des yeux dépouillés du bas. Et il vous demandera, il vous fera un choix entre 4 possibilités. Est-il agacé, inquiet, soucieux? Et il faudra choisir entre ces émotions. Là, nous sommes dans la subtilité. Alors voilà, dans la vie normale, le masque efface les émotions principales, les émotions primitives. Il ne laisse que les émotions secondaires
des émotions difficiles qui réclament un travail intuitif. Ils altèrent un peu le sentiment de familiarité et surtout, ils cultivent cette distanciation sociale, ce que Jasper appelait la dureté de la distance, jusqu'à ce que nous nous habituions à la dureté de la distance et que l'autre nous apparaisse comme celui qui peut nous contaminer, celui dont il faut se méfier, celui auquel il ne faut pas parler sans doute de trop près, parce qu'il faut bien sûr toujours ajouter au masque la distanciation sociale. Là, il paraît parfois que non. Enfin, on ne sait plus très bien. Enfin, si on est à 2 mètres, est-ce que quand même... Bon, voilà, il y aurait beaucoup de réflexions à mener. Mais alors dans l'Alzheimer, c'est absolument terrible. Puisque dans l'Alzheimer, les malades ont souvent une difficulté de reconnaissance des visages familiers. Et quand la fille vient voir sa mère Alzheimer, quand la sœur vient voir son frère Alzheimer, eh bien, le malade ne reconnaît pas, le résident ne reconnaît pas. Beaucoup de familles nous ont dit, c'est pas la peine d'y aller. Oh oui, allez-y. Parce que le résident est apaisé, parce que persiste ce sentiment de familiarité. Ce sentiment de familiarité est essentiel. Allez voir votre proche, touchez-le. Mettez un peu de gel hydroalcoolique avant et après. Mais qu'est-ce que c'est que cette interdiction de toucher, regardez, et il sera apaisé. Alors, le masque ne laisse plus que le haut, le regard, ce qui est le plus perturbé dans l'Alzheimer, le plus difficile. Alors, on a vu des malades d'Alzheimer. Je me souviens d'un endroit où nous avions été saisis à la cellule d'écoute et de dialogue éthique, un anniversaire, une dame Alzheimer de 95 ans. Il y avait 4 membres de sa famille qui étaient là, puis ils l'ont regardé, ils avaient le masque, bien entendu. Et puis, tout à coup, qu'est-ce qu'ils ont perçu? L'angoisse de cette femme, l'angoisse qui ne reconnaît pas, l'étrangeté, la panique. Et de manière empathique, ils ont fait tomber le masque. Et alors, on a surgi. Vous contrevenez aux règles, eh oui, aux règles sacrées, aux règles sanitaires sacrées. Alors, nous interrompons la réunion. Et pendant 15 jours, vous ne viendrez plus au lieu de développer ce qu'Albert Camus appelait une éthique de la compréhension. Oui, comprendre. Peut-être en parler à la psychologue ou au psychologue, essayer de réfléchir, s'instruire encore, enfin, sur la maladie d'Alzheimer, savoir ce que l'autre sent, c'est exigeant, ça réclame du travail, ça réclame de la formation. Eh bien, allons-y. Mais pas ces réponses autoritaires, car après tout, mettez-vous à 2 mètres, enlevez votre masque, quelques minutes. Alors, il n'y a aucun risque. 2 mètres, peut-être 2,25 m même, pour faire plaisir à davantage. Et puis, tout va s'apaiser, puis après, vous le remettez, ou mettez des masques transparents. Et qu'avons-nous été choqués quand, récemment, les injonctions gouvernementales, enfin, bon, voilà, les recommandations, on dit masque chirurgical, alors que il y a des masques transparents. Au lieu de dire masque à coefficient de filtration supérieur à 90%, et nous avions, avec quelques-uns, pu, avec France Alzheimer de Nouvelle-Aquitaine, fournir des masques qui ont été interdits dans les EHPAD, parce que, bien sûr, il y avait écrit port du masque chirurgical obligatoire. Les dernières injonctions viennent de mettre seulement port du masque avec filtration supérieure à 90%. Mais est-ce que tous ont compris aujourd'hui? Je ne sais pas. Nous avons essayé d'appeler à l'aide, de dire ça suffit. Si un masque transparent filtre à 90%, pourquoi l'interdire? Car il évite tant de peine, tant de malheur. Et quand on dit, voyez-vous, contre-indication au port du masque pour trouble cognitif, on n'est pas dans la relation du je tue. Le port du masque, c'est pas seulement si je suis malade ou si j'ai de l'allergie dans la peau, c'est aussi si je suis Alzheimer et que je suis paniqué quand je vois l'autre en face avec le masque. C'est l'autre qui doit l'ôter quelques instants ou qui doit porter un masque transparent. Nous avons essayé de crier, d'exhorter à temps et à contre-temps. Voilà, eh bien écoutez, on peut dire au moins ce qui nous semble essentiel. La relation au visage doit aujourd'hui être revisitée. On ne peut pas interdire un masque de filtration supérieure à 90%, sitôt que les masques chinois, bleus et blancs, ne filtrent pas au-delà et que ce sont eux qu'on recommande.
pardonnez ma conviction, mais elle procède aussi d'un peu de souffrance à l'égard de situations qui nous a été donné d'observer et à l'écart desquelles nous sommes heurtés à des murs. L'éthique, c'est de dire sans juger, sans critique, mais de dire aussi notre détresse et notre angoisse et notre difficulté à faire comprendre des choses simples. Réenseigner l'Alzheimer, car dans les EHPAD, beaucoup le sont. Et si nous ne commençons pas par une exigence cognitive sur nous-mêmes, de connaissance de cette maladie, de formation, comment pourrait-on accompagner? Cette heure, je suis obligé de faire l'impasse sur la vaccination, mais bon, d'autres pourront en parler. Si j'ai 3 minutes, je voulais juste pointer quelques points. La vaccination est devenue un enjeu géopolitique, nous le savons. Nous savons combien elle a mobilisé les États, combien elle a manifesté aussi l'égoïsme des États. Et je pense aux Américains, je pense aux Anglais, qui ont actuellement 2 à 3 fois plus de stock de vaccins qu'il n'est nécessaire, alors que la majorité de l'humanité en manque. Et bien qu'il soit à la mode de dire du mal de l'Europe, je pense qu'on peut saluer la décision européenne de livrer ne serait-ce qu'une petite partie de vaccins ailleurs. Pourquoi garder plus de vaccins qu'il ne faut? C'est une réflexion qui est à mener. Est-ce un placement pour ces États? Est-ce parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin, qu'on accepte finalement cette carence gigantesque des États les plus pauvres par suite d'un réalisme insupportable? Il y a une grande réflexion à faire. Le vaccin est devenu une arme géopolitique, une source considérable de revenus, en même temps que la seule planche de salut, semble-t-il aujourd'hui. Enfin, une planche essentielle en tout cas, une planche importante. Je voudrais aussi, au sujet du vaccin, redire un mot de cette priorisation des EHPAD. Elle a été critiquée. On aurait pu prioriser les soignants, dit certains. Je l'ai dit à plusieurs reprises, quoi qu'ait choisi un gouvernement, les critiques auraient pu apparaître. Quand on manque de vaccins, il faut bien délimiter des priorisations. Mais enfin, souvenons-nous que nos sujets âgés dans les EHPAD ont servi aussi de terrain d'expérimentation. Allait-on se précipiter sur des jeunes, sur des soignants en activité tout de suite, alors que ce vaccin a été mis en point très vite? Non, c'est une phase 4 qui s'est d'abord développée et qui a permis de conforter la relative, enfin l'innocuité du vaccin, mis à part les déboires statistiquement d'ailleurs statistiquement peu nombreux du vaccin AstraZeneca. Mais enfin voilà, dépassons ces querelles. Qui priorisait? Les EHPAD étaient des lieux de foyer actifs et on ne peut pas laisser des brandons enflammés répartis dans des murs où vont et viennent des soignants épuisés en disant qu'il ne fallait pas les vacciner prioritairement. Bon, le choix a été fait, ce choix a été respecté, mais encore hommage à ces EHPAD. Et ces EHPAD, ces personnes âgées, je dois vous dire aujourd'hui qu'ils ont été quelque peu déçus. J'emploie un mot doux et ce n'est pas celui que je pense. Pourquoi ont-ils été déçus? Parce que nous avons vu à la cellule d'écoute dialogue éthique en janvier-février, plus aucune requête. Tout allait bien parce qu'il y avait une formidable espérance dans les EHPAD. Avec les vaccins, enfin, on allait pouvoir sortir de la distanciation, on allait pouvoir faire des visites, on allait pouvoir revoir sa famille. Et oui. Alors des mesures ont été annoncées, et puis des variants, et puis on a reculé. Pire que le quadrille des lanciers, 3 pas en avant, 3 pas en arrière. On a fait souvent 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Les EHPAD sont en souffrance. On parle du pass sanitaire. Aujourd'hui, je me demande s'il ne s'agit pas d'une éthique circulaire, d'une éthique des apparences, alors que le pass sanitaire existe dans les EHPAD depuis des semaines et des semaines. Quand il faut attester d'un vaccin, quand il faut attester pour les visiteurs,
d'un PCR, quand il faut refaire une PCR, quand il faut remplir un questionnaire bien plus volumineux que les 2 ou 3 indications qu'il y aura dans le pass sanitaire, alors l'indignation n'aurait-elle pas dû se lever avant? Le pass sanitaire existe, il n'a pas été inventé. Et il n'est pas fait pour aller dans les grands rassemblements, il est allé simplement pour aller dans sa chambre, pour aller voir son père, son frère, sa mère, atteinte d'Alzheimer. On voit aujourd'hui, et nous sommes saisis de demandes qui nous paralysent d'émotion, quand nous voyons que ici et là, un cas de Covid, 10 jours de cessation de visite, un deuxième cas de Covid, 10 jours encore. Il y a des EHPAD qui sont restés le mois dernier, le mois avant, 1 mois et demi sans visite. Mais alors, dans la vie ordinaire, on cherchait cas contact. Pourquoi ne pas les rechercher dans les EHPAD? Quelle est cette mesure discriminatoire? S'il y a un cas, qui a fréquenté ce cas? Qui a-t-il fréquenté? Pourquoi dire que les sorties dans certains EHPAD ne peuvent pas être inférieures à 48 heures? Autrement dit, le jour de la fête des mères, on ne peut pas aller manger à midi avec sa fille et rentrer. Et non, parce qu'il faut 48 heures de sortie. Pourquoi? Au nom de quoi? Ce n'est même pas une mesure gouvernementale. Pourquoi tout cela? Voilà. Essayons de penser tout cela. Essayons de le penser pour essayer de configurer un monde un peu meilleur. Je le dis souvent, et je le redirai encore ce soir, on ne peut pas être content du monde dans lequel nous vivons. Mais c'est sans doute lucidement, sans critique, avec détermination, en n'étant pas content du monde dans lequel nous vivons, qu'on pourra peut-être ensemble faire advenir un monde un peu plus humain, un monde un peu meilleur, mais juste un tout petit peu meilleur, que les personnes âgées aujourd'hui qui veulent passer une partie du dimanche chez eux y aillent. Il y a les vaccins, il y a les PCR. Pourquoi 48 heures? Que les personnes ne soient pas astreintes à remplir ces formulaires 2 fois par semaine, où sont inscrits des tas de choses dont on ne sait pas à la lecture de qui ils sont proposés, alors qu'on discute sur un pass sanitaire, sur un nom, un prénom, et peut-être une date de naissance, et oui, non. Oui, voilà. Pour cela, il faut juste un peu d'angoisse éthique. Un peu d'angoisse éthique pour dire, voilà, il faut essayer de faire moins mal. C'est difficile, mais ce qui compte, c'est de faire un pas. Encore un pas. Et je répète, Saint-Exupéry, toujours le même pas qu'on recommence. Excusez mon dépassement et je vous remercie de votre attention. Merci à vous, professeur Gilles. Je crois que personne ne vous reprochera d'avoir dépassé le temps. Vous étiez inquiet avant votre intervention, ne le soyez plus. J'ai, pour reprendre quelques questions qui sont arrivées par le fil du chat, puis après, éventuellement, si vous souhaitez prendre la parole, vous pourrez ouvrir votre micro. On nous interroge sur le rôle des CVS, notamment des conseils de vie sociale dans les EHPAD, qui auraient pu être des relais, en fait, justement, de ces questionnements éthiques. Et selon la personne qui a écrit le message, justement, ces CVS ne jouent pas forcément ce rôle de relais et sont cantonnés à un rôle qui est un petit peu subalterne. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que votre vision est la même? Oui, je pourrais disserter longuement sur les CDS, non pas pour les avoir vécus, mais l'espace éthique, c'est un observatoire, donc c'est un lieu de témoignage, et nous recevons des témoignages. Le moins que je puisse dire, c'est qu'il faut revoir complètement le fonctionnement et la composition des institutions. Je ne dis pas qu'ils ne fassent pas ce qu'il faut ici et là, bien entendu. Nous n'avons que les difficultés. Mais tout est à reprendre aujourd'hui. Tout est à reprendre. Quelles doivent être les missions d'un conseil de vie sociale?
quel doit être le sens de la chambre que je loue en EHPAD? Quel doit être le sens de mon intimité pour ce bout d'appartement que j'ai en réalité? Et tout cela, évidemment, sous le regard, bien sûr, de l'équipe médicale de l'EHPAD, de l'équipe de direction de l'EHPAD et d'un conseil de la vie sociale qui est là pour rappeler que l'EHPAD est un morceau de société. C'est un morceau de société mis dans un lieu. Et ce lieu doit être une maison. Voilà. Donc, oui, il y a du pain sur la planche. Mais c'est plutôt bien que d'avoir à y penser et que surtout de se mettre au travail. Autre question, peut-être plus large encore. Comment redonner du sens à toutes ces mesures de prévention, ces normes diverses et variées, plus ou moins bien appliquées, car plus ou moins bien comprises, non pas la mesure elle-même, mais le sens de la mesure n'est pas forcément bien compris. Alors, selon vous, comment essayer de donner un sens à ce qui apparaît comme étant exclusivement punitif parfois, finalement? Oui, c'est tout le sens de l'appropriation dont parlait Alain, le philosophe Alain. C'est-à-dire que nous sommes une société solidaire. Et certains signes sont le signe d'attention à autrui. Je veux dire que autant nous pouvons attirer l'attention sur l'altération de la relation au visage que constitue le masque, autant nous pouvons aussi dire les capacités d'adaptation des personnes normales. Et autant nous pouvons aussi, et là, en faire un signe d'attention à autrui. Je crois que l'essentiel est de penser ce qu'on fait. Ce qui est dramatique, c'est l'absence de pensée. C'est l'obéissance passive. Et je me souviens d'une réunion à la sortie du premier confinement dans mon CHU où j'étais avec un petit groupe de familles et de l'association France Alzheimer. Nous étions fort peu nombreux, nous étions peut-être 6 ou 7 dans une grande salle. Et la prescription de l'institution était le port du masque. Et puis nous sommes revenus dans cette grande salle, 5, 6, et si vous voulez, tout à coup, une pensée m'est venue cette fois-ci, une espèce de discernement éthique. Et vous voyez, nous sommes très éloignés l'un de l'autre. C'est vrai qu'on peut dire que sur un plan de l'hygiène, hygiéniste, si on veut, nous ne risquons pas d'être contaminés si nous enlevons notre masque. Mais supposez que quelqu'un ouvre la porte et qu'il ne comprenne pas. Il dira, mais c'est quand même étrange. Voilà, un groupe de personnes avec un ou deux médecins qui est sans masque. Ça n'est pas supportable. Non, il y avait là une question de déférence à l'égard de notre administration qui avait dicté cette règle et qui avait en même temps accepté de laisser cette salle à la disposition de l'association et de quelques malades Alzheimer. Eh bien, l'hommage rendu, c'est cet hommage-là institutionnel, c'est cette appropriation, voyez-vous, qui doit être faite. L'éthique, c'est ça, c'est cette pensée. Ce n'est pas évidemment dire ça ne sert à rien, on ne met pas. C'est-à-dire quel est le sens de ce que je fais. Voilà. Quel sens ça a, y compris le sens dans la relation à autrui. Et j'ai eu l'impression que j'aurais trahi mon institution, ce que je ne pouvais pas supporter de faire, si par hasard nous tombions le masque alors que nous étions en circuit fermé. Voilà, c'est cela. La citoyenneté, c'est aussi cela. Mais c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, de manière parfois ferme, m'en excuse, mais parce que ce qu'il faut dire, il faut le dire. Il faut le dire parce que ce qui doit nous motiver, c'est le souci de l'autre. Et le souci de travailler cet exercice de pensée permanent auquel l'éthique appelle.
Merci. On a également une question. Vous avez évoqué en toute fin de votre propos la vaccination essentiellement chez les personnes âgées. Et justement, dans ces priorisations, on nous pose une question sur la vaccination, cette fois-ci, je dirais de l'autre côté de la vie, les enfants. La vaccination, c'est les enfants. Pour les protéger, eux, est-ce que ça a un sens ou est-ce que c'est pour les protéger, est-ce que c'est pour protéger les autres? Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Alors non, enfin, voyez-vous, là, je ne me permettrai pas d'avoir un avis puisque bon, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas microbiologiste. Le bonheur est de connaître ses limites et de les aimer. Et sur un plan éthique, il y a aussi une règle qui est de ne pas douter de l'intentionnalité d'autrui. Ça ne veut pas dire que l'intentionnalité d'autrui suffit à garantir l'acceptabilité éthique d'une proposition ou d'une décision. Mais enfin, si des scientifiques réunis collégialement et experts nous disent qu'aujourd'hui, le profil épidémiologique de la France incite à à vacciner les enfants, je n'ai pas le droit de douter de ça. Ça ne veut pas dire que je ne garderai pas un regard éthique ensuite sur ce qui se passera. On l'a vu dans AstraZeneca, où nous sommes entrés dans un espèce de va-et-vient assez curieux, alors que statistiquement, les accidents thrombotiques sont trop rares, et plus rares, dit-on, que la prise de pilule. Et en même temps, bien sûr, il y a des conditions émotionnelles qui rendent certaines situations exceptionnelles, intolérables. Alors, il faut accepter ces données émotionnelles, il faut composer avec, et surtout, il faut se garder d'aller au-delà de ce qu'on est en capacité de penser. Voilà. Donc voilà, pour les enfants, je sais d'ailleurs que vis-à-vis, et ça, bon, ça s'est vu dans ce que vous avez appelé, oui, mon agenda en quelque sorte éthique sur vis-à-vis de la vaccination, j'ai quand même pu réaliser à quel point il fallait garder des capacités d'adaptation au réel, se méfier des décisions trop rapides, trop abruptes, bon, respecter évidemment les décisions des uns et des autres, hein, on peut comprendre qu'il y ait des opposants, mais c'est vrai que, je le disais dans un de mes textes, j'avais été choqué au début que ce soit le patron de Pfizer qui annonce le vaccin. D'habitude, c'est des gens de science qui l'annoncent. Voilà. C'est une publication dont on a besoin en médecine, hein, un papier qu'on veut lire, disséquer. Hein. Et là, on a vu, puis évidemment, de la même manière, Moderna, de la même manière, bon, là, presque tout était pour les États-Unis, donc il y avait moins d'enjeux en France. Les Américains se sont servis largement avant d'autoriser quelques exportations. Et c'est là où la lecture des articles scientifiques, qui dans le New England ont publié d'abord Moderna et le deuxième article sur la page, quand on prend la peine de passer le temps qu'il faut à lire ces articles, eh bien c'est vrai que tout à coup on se dit, voilà, là, ce sont des faits qui ont été exposés, et tout à coup la position évolue. Oui, bien sûr, Pfizer a dit, on a fait la plus belle découverte de l'humanité, avec des phrases extraordinaires de satisfecit, bon, etc., qui pouvaient rendre réticents sur la méthode et donc après sur le fond. Puis après, quand on va au fond des choses sur un plan scientifique, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup d'arguments, que c'était, voilà, et on a évolué comme ça les comportements. Globalement, la vaccination en France a soulevé moins d'obstacles qu'on pensait. Il y aura bien sûr les irréductibles, puis c'est leur droit, bon, très bien, mais il faut travailler pédagogiquement.
Et on a vu cette évolution qui a été assez étonnante parce que beaucoup plus de personnes que ceux qu'on pouvait penser au départ se sont résolus à la vaccination, mis à part les quelques avatars d'AstraZeneca et le retour maintenant du Pfizer, du Moderna. Voilà. Donc je crois que c'est ça, évidemment, l'épreuve d'une pandémie, c'est qu'il faut accepter cette ouverture. Voilà, accepter cette ouverture. Et puis, évidemment, ne pas penser que les autres veulent du mal. Non, je ne crois pas. Par contre, une bonne intention ne peut pas toujours garantir une bonne action. Mais la bonne intention d'un monde scientifique qui paraît cohérent doit quand même inciter à l'attention. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je n'irai pas au-delà. Je ne vous le demande pas. Bon, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que, donc on voit que je revois sur le chat hein, le sujet sensible des EHPAD avec parfois des témoignages qui sont effectivement assez poignants et de voir comment les aînés sont maltraités, mais de manière, je dirais, quasi systémique avec des établissements qui peuvent avoir parfois une démarche très, très mercantile hein, en réalité. Peut-être certains ou certaines d'entre vous souhaiteraient prendre directement la parole. Vous pouvez bien évidemment le faire en vous présentant en 2 mots, puis en ouvrant votre micro pendant la dizaine de minutes qui nous restent, si vous le souhaitez. Alors, on a une question. Hein, ne serait-il pas éthique d'investir dans la recherche de traitement autant que dans les vaccins ? Oui, bon, nous ne savons pas trop ce qui se passe effectivement au point de vue recherche thérapeutique. Je ne doute pas qu'elle existe, mais qu'elle se heurte actuellement à des impasses, quoi. Alors oui, évidemment, mais je pense qu'un grand nombre de collègues experts dans cette matière, un grand nombre de ces collègues sont persuadés que le traitement résoudrait bien des problèmes et bien des difficultés. Mais souvenons-nous de la poliomyélite, elle n'a jamais eu de traitement et elle a pu être éradiquée que par le vaccin. Souvenons-nous de la variole, la fièvre jaune. On pourrait multiplier comme ça les maladies qui sont restées des impasses thérapeutiques. La grippe, un peu différent, parce qu'on a quand même des médicaments qui ont une certaine action antigrippale. Non, mais je pense que ces recherches existent parce que d'abord, leur intérêt financier est considérable. Et je ne crois pas que des laboratoires ou des équipes de recherche, des startups, puisque c'est plus la mode maintenant, semble-t-il que ce soit des petits startups qui prennent tous les risques, comme BioNTech l'a fait, grâce, bien sûr, avec l'aide éclairée de Mme Merkel, et ensuite à développer ça chez Pfizer, que des grands laboratoires. Ceci est rassurant, parce que dans ces startups, il y a beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup de créativité. Mais je pense que c'est simplement que nous butons sur des impasses. Je crois que c'est ça. Oui, je vois que quelqu'un veut prendre la parole. Alors, on ne vous entend pas, par contre. Votre micro doit être éteint, on ne vous entend pas, madame. Attendez. Ah, là, on vous entend. Vous étiez peut-être un peu... Voilà. Allez-y. C'est bon, vous m'entendez? Donc, Très je bien. suis médecin de la plateforme territoriale d'appui du 64 et médecin d'une équipe mobile de gériatrie et médecin coordonnateur en EHPAD. Et je dois avouer que cette crise m'a beaucoup bousculée sur tous mes principes et qu'on a été obligé de courber les chines. Voilà, face à... Alors bon, déjà, on a subi la crise sanitaire et on a fait ce qu'on nous disait de faire parce qu'on était un peu perdus. Puis sur la première vague, puis la seconde vague, on a un petit peu plus ouvert les yeux, sachant que nous, on a un département, le 64, qui, je crois, est le département de France qui a été le moins touché. Sur mon EHPAD, j'ai été cluster. Moi, mon questionnement, parce qu'on nous parle, voilà, quand on se heurte aux directions, on nous rétorque le risque pour la direction de ne pas appliquer des contraintes et de ne pas enfermer les résidents.
Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des documents pour savoir si la liberté d'aller et de venir qu'on empêchait et quelque part empêcher les gens de vivre pour soi-disant les empêcher de mourir, quelles étaient voilà, mes possibilités, moi, en tant que médecin, sur le plan éthique, de m'opposer à des décisions de direction où je pense que cette crise a vraiment ouvert, alors sur des peurs hein, sûrement, mais je pense aussi un espèce de tout pouvoir et où là, les droits du résident ont été totalement oubliés. Et moi, j'ai même vu des familles demandant à récupérer leurs résidents pendant toute la pandémie, à qui on a interdit. Donc, ça s'appelle de l'emprisonnement. Et pour le coup, j'ai demandé une formation en droit de la médecine parce que je me sens... j'ai senti que là, il y avait sûrement des ficelles que j'aurais pu tirer pour essayer d'aider les résidents et les patients à défendre leurs droits, mais que je ne connaissais pas assez le droit à la santé. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que je me suis un peu retournée vers vos formations de grande qualité, mais c'était savoir comment... parce qu'on a dit c'est les soignants qui veulent le tout sanitaire et le tout soin. Moi, je parle de ma propre personne. Moi, médecin co, et j'ai été très, très en souffrance parce que j'ai trouvé que c'était les directions surtout qui avaient des décisions arbitraires complètement délirantes. Oui, mais écoutez, voilà, je vous entends, hein, et je vous entends avec beaucoup d'attention. Nous avons affaire à des situations très disparates. Il y a des directions d'EHPAD qui manifestement, je l'ai cité tout à l'heure, ont été souffrantes elles-mêmes de décisions à prendre, qui donc ont composé, avec aussi l'aide de médecins coordonnateurs, avec des personnels qui ont été épuisés. Mais nous avons aussi effectivement les témoignages que nous recueillons régulièrement à la cellule d'écoute et de dialogue éthique que nous avons mise en place par suite d'un partenariat entre France Alzheimer et l'espace régional de réflexion éthique, précisément pour être non pas un lieu de médiation, parce que nous ne sommes pas des médiateurs, mais un lieu d'écoute et de dialogue, pour faire renaître l'écoute et le dialogue. Je crains effectivement qu'en climat de pandémie, la solution ne puisse pas être juridique. La solution ne peut être qu'une solution éthique en essayant de miser sur une prise de conscience, sur une rencontre. Alors effectivement, cette rencontre, elle nécessite l'accord, bien sûr, de la famille, qui doit lever son anonymat et qui parfois a peur en disant si on sait que c'est moi, qu'est-ce qu'on va faire à mon résident. L'accord, bien sûr, de la direction de l'EHPAD, mais nous avons pu tenir plus d'une vingtaine de réunions, mais nous avons en tous plus de 100 saisines, qui toutes ne vont pas jusqu'à ces réunions d'écoute. Je crois que l'avenir ne peut être que là, puisque aujourd'hui, nous avons un cadre qui donne effectivement au pouvoir administratif un pouvoir assez important, puisque même dans les dernières mesures de sortie de l'état d'urgence, il est dit que tout ceci peut être décidé par la direction de l'EHPAD en fonction des conditions épidémiologiques. Je suis assez surpris de cette déconcentration qui est une espèce d'inverse du principe de subsidiarité, alors qu'il faut aussi les compétences. Ça ne peut pas procéder d'une autorité administrative pure. Et c'est ce qui explique toutes les saisines que nous avons. Nous avons une quantité de saisines considérable. Bon, moi, je vais vous lire des prescriptions, je ne dirai pas, du 21 mai 2001. Les visites demeurent encadrées,
Elles sont désormais possibles en chambre pour les résidents qui ne sont ni cas confirmés ni cas contact. 3 visiteurs âge supérieur à 8 ans maximum par résident. Enfin, âge supérieur à 8 ans, moi je l'ai lu nulle part, mais enfin bon, c'est très bien. Hein. Pas de libre circulation des visiteurs au sein des services. Horaire des rendez-vous de 14 et 17. C'est vrai qu'au mois de mai, 17 heures, le soleil se couche, quoi. Enfin, on ne comprend pas bien, quoi. Hein. Bon, voilà. On peut multiplier comme ça. Pas de repas partagés entre visiteurs et résidents. Vous comprenez ? La commensalité, qui est là aussi une rupture anthropologique, la rupture de la commensalité, le repas partagé ensemble, interdit. C'est pas écrit dans les injonctions gouvernementales. Et je peux continuer. Et les fleurs coupées et les plantes ne sont pas encore admises. J'aimerais que le conseil scientifique se prononce là-dessus. Mais voilà. Voilà, si vous voulez, à quoi nous nous exposons. C'est que nous nous exposons finalement à ce que, en des lieux déconcentrés, s'effectuent des opérations de ce qui est au Moyen-Âge, des opérations de basse justice. Autrement dit, le pouvoir est supérieur à celui du juge, n'est-ce pas? Quand vous interdisez de faire entrer des fleurs, quand vous dites vous ne pouvez pas manger, quand vous pouvez interdire des visites, eh bien voilà. Et il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de cela. Voilà. Et cette prise de conscience, elle ne peut venir que d'un travail en commun. Et si vous souhaitez, évidemment, contacter la cellule d'écoute et dialogue éthique, c'est vraiment avec beaucoup d'attention, madame, qu'on vous écoutera, qu'on pourra provoquer une réunion dans un lieu, si vous le souhaitez, par visio ou par audioconférence, parce que c'est par le dialogue. Il ne s'agit pas, je ne doute pas de l'intentionnalité bonne de cette direction d'EHPAD qui veut protéger son établissement. Très bien, mais voilà, on atteint le seuil de la rupture anthropologique, celle que j'appelais tout à l'heure. Pas de lien de commensalité, pas de visite, pas de libre circulation, pas etc., pas etc. Et tout cela demande à discuter, c'est-à-dire au nom de quelles compétences hygiénistes pouvez-vous vous autoriser dans un endroit déconcentré à prononcer des préceptes aussi précis que moi qui suis pourtant médecin, certes, neurologue, neuropsychiatre, pas du tout infectiologue, mais je suis incapable d'avoir. Et je demanderai à mes collègues ce qu'ils en pensent. Voilà. Comment on peut faire ça de manière déconcentrée? Et je crois que ça, c'est le problème du pouvoir. Et je ne trouve pas très logique que dans des injonctions gouvernementales, enfin, qui viennent du haut et qui tombent, il n'y ait pas au moins la notion d'un recours à une collégialité. Voilà. Aujourd'hui, l'exercice de la médecine est dit collégial. Et collégial, ça veut dire transdisciplinaire. Ça ne veut pas dire entre médecins, ça veut dire toute l'équipe soignante. En réanimation, c'est comme ça. En soins palliatifs, c'est comme ça. Eh bien, en EHPAD, ça devrait être comme ça. Que le directeur, la directrice conserve ses droits, peu importe jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, mais enfin, que ces droits soient soumis à une discussion et que si une décision est prise, elle soit prise éventuellement, orthogonalement, mais frontalement à la collégialité. On verra que c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'évidemment, si une collégialité est promue par le corps social, elle change. Or, aujourd'hui, on n'imaginerait pas soigner un malade atteint de cancer de manière non collégiale, on n'accepterait pas d'opérer quelqu'un d'une affection quelque peu complexe sans collégialité, d'arrêter des soins déraisonnables en réanimation sans collégialité, de travailler sur une sédation en soins palliatifs sans collégialité, et il n'y a que aujourd'hui, avec nos personnes âgées, qu'on pourrait le faire. Eh bien, voyez-vous, cela n'est pas possible, n'est plus possible. Et vous voyez, on ne peut s'en sortir qu'en prenant la parole. Voilà, vous l'avez prise et on peut la déployer, si vous le souhaitez, au niveau de la cellule d'écoute et dialogue éthique. Vous avez ses coordonnées sur le site internet de l'EREMA. Et voilà, c'est parler, c'est exhorter, à temps et à contre-temps. Il n'y a que comme ça qu'on pourra essayer d'avancer. Parce qu'il y a effectivement un régime de peur généralisée, c'est vrai. Et ce que vous dites, et je peux comprendre que des directions d'EHPAD aient peur, mais pourquoi d'autres prennent-elles des risques? Voilà, le risque que j'appelle de la vie vivante. Voilà, donc il faut penser à tout cela, faire davantage confiance
à notre corps social. Mais on ne peut pas en rester là. Et il est très triste que les recommandations aujourd'hui ne précisent pas le caractère impérieux d'une collégialité à chaque fois que des décisions peuvent toucher à des éléments fondamentaux. La liberté, elle se joue en réel, elle se joue en soins palliatifs pour chacun, parce qu'il s'agit de santé, donc il s'agit de bien-être, donc il s'agit aussi de liberté. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Merci, professeur Gilles. Alors, on leur tourne. J'ai vu une question de Madame Bonneville qui souhaite intervenir. Bonsoir, merci. Donc, je m'appelle Caroline Bonneville, je travaille au CHU de La Réunion. Donc, j'ai en fait un regard très, très différent de vous parce que nous, on a une épidémie de Covid qui est un peu à contre-courant de la vôtre. Félicitations à tous les soignants qui sont ici présents du travail qu'ils ont pu faire parce que je pense que ça a été très difficile. Nous, on a vécu Je voulais surtout témoigner du fait que nous, on a vécu les consignes de prévention, notamment l'interdiction des visites, y compris dans les services de soins. J'imagine très bien ce que ça a pu faire en EHPAD avec les drames que ça a pu impliquer. On l'a vécu pareil et tout le personnel a essayé de pallier à ça en essayant d'être plus présent auprès des patients. Alors, je suis diététicienne, donc moi, j'ai trouvé comme excuse d'aller faire manger mes patients, surtout les plus âgés, qui sont restés parfois 2-3 mois hospitalisés sans aucune visite de leur famille, puisque tout était interdit. Et nous, on a en plus la difficulté que les aéroports ont été fermés. Et donc, du coup, quand il y avait des situations de fin de vie, la famille ne pouvait pas venir parce qu'il fallait une semaine de délai pour avoir les moyens de pouvoir prendre un avion pour rejoindre sa famille. Et voilà, les difficultés, on les a tous ressentis, je pense. Et je remercie vraiment le professeur Gilles pour sa façon d'en parler parce que j'ai retrouvé vraiment les difficultés qu'on a pu voir et d'essayer de tout comprendre. Et je pense que ça a été un peu pareil partout. Après, je me suis un peu posé la question de savoir comment les médias auraient pu réagir pour justement aider à ce que tout le monde remette un peu de sens à tout ça et à faire avancer les choses. Parce que j'ai vu aussi la difficulté des pouvoirs publics, nous, au niveau local, à savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je me dis que finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu un emballement médiatique qui a fait que ça a été encore plus compliqué à gérer pour tout le monde? Voilà, merci. Merci à vous, madame, pour votre témoignage. Alors, Monsieur Minguenet, qui représente la Fondation Anthony Minguenet, souhaiterait poser une question. Je ne le vois pas, mais il passe par le chat. Donc, il n'hésite pas à ouvrir son micro. Bonjour, monsieur. Bonjour, professeur Gilles. Nous tenons, au nom de la Fondation Anthony Minguenet et de ses membres, à vous remercier infiniment pour la qualité de votre intervention et surtout pour l'élévation des valeurs humanistes que vous arrivez à promouvoir. Je voudrais compléter la question de la personne ou la prolonger de la personne précédente. Nous sommes dans une société qui devient un carrefour à l'heure actuelle, où il y a une angoisse très importante et aussi beaucoup d'interrogations sur le sens de l'homme, le sens de la société et le sens de notre futur. Et nous sommes aussi un carrefour concernant le sens des responsabilités. Nous vivons jusqu'à présent dans une responsabilité rétrospective et l'éthique amène, nous semble-t-il, vers une responsabilité anticipative. Anticiper les conséquences autant que faire se peut de ces actes. Alors, dans une future plénitude, dans une relation à l'autre, vous avez très bien, me semble-t-il, abordé la notion de liberté, la notion d'équité et la notion de justice. Mais ceci nous amène aussi à une autre dimension qui est la construction de la dignité de l'autre, quel que soit l'autre, quelle que soit cette personne. Alors, jusqu'à quel point, dans cette construction d'une dignité de l'autre et d'une responsabilité que l'on voudrait anticipative, peut-on aller ou accepter la notion de transgression ou la notion de désobéissance? Car nous voyons jusqu'à présent les conséquences qui impliquent avec même si c'est au bénéfice de l'intérêt général, une disparition des libertés fondamentales.
s'agit d'une question de fond et sans arrière-pensée. Simplement votre avis. Oui, je répéterai surtout que je crois que dans notre société, manifestement entrée dans une période de complexité considérable. Complexité qui tient à de multiples facteurs qu'on peut ou non rassembler sous le terme de postmodernité, enfin, etc. Je crois que paradoxalement, il faut arriver à tenir l'obéissance et la résistance. Et que le terme de transgression doit aujourd'hui être revu et réservé, me semble-t-il, à une opposition frontale au système dans lequel nous vivons. La transgression a quelque chose de révolutionnaire, alors que l'exception ne l'a pas. Je ne peux pas dire que c'est exceptionnel, n'est-ce pas? C'est très important sur un plan éthique. C'est-à-dire qu'en nous faisant exception à, on peut être amené à le faire un grand nombre de fois. Mais en même temps, si vous voulez, c'est un message. Je vais en donner un seul exemple. Et on s'est aperçu aussi, à travers cet exemple que je vais rapidement donner, de la distance qu'il peut y avoir même entre des injonctions gouvernementales, enfin bon, jacobines, et leur application pratique. Bon, c'est la manière dont ont été traitées les personnes décédées. Aujourd'hui, le Conseil d'État a cassé toutes les mesures d'un décret qui avait été pris sous la pression de certains organismes qui avaient peur qu'il y ait une contamination massive des personnels des pompes funèbres. Et donc, le Premier ministre avait signé un décret. Ce décret a été considérablement surinterprété et a abouti, si vous voulez, au fait que le visage des défunts ne pouvait plus du tout être présenté, sauf dans certains endroits, bien sûr. Mais voilà, l'application pouvait aller jusque-là. Et c'est vrai que une parole a pu être remontée. Les espaces régionaux d'éthique ont pu faire remonter une parole, être entendue par le ministère, et un mois après, le décret a été modifié. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'ensuite il était appliqué dans sa forme modifiée, puisqu'il y a eu à la fin le grand balai qui a été fait par le Conseil d'État pour dire tout ce qui a été fait finalement, ce n'était pas anthropologiquement acceptable. Et comme quoi il y a des possibilités, voyez-vous. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que tous ceux qui n'ont pas obéi et qui ont montré quelques minutes le visage des proches, en fait, étaient dans la ligne de ce qu'avait proposé le Haut Conseil de santé publique, mais que le gouvernement n'avait pas retenu pendant un long moment à cause des lobbies qui s'étaient exercés. Donc voilà, c'est ce jeu complexe qu'il faut faire. Je ne crois pas qu'on puisse être systémique, et le terme de transgression me semble peut-être pas adapté pour rendre acceptable dans une citoyenneté. Il nous faut être des résistants. Voilà, des résistants. Et la désobéissance est une désobéissance qui rend hommage à l'obéissance. Je te désobéis en conscience parce que là, le maximum admissible pour l'humanité est atteint. Et je ne peux pas franchir ce seuil anthropologique. Et ce seuil, qui est celui de la dignité dont vous parlez d'ailleurs, hein, M. McKinney, c'est tout à fait celui-là. Et quand il est atteint, là, je ne marche pas. Voilà. Et c'est ça la pensée, si vous voulez, qui peut nous distinguer dans la mesure où on dit qu'il ne s'agit pas de tout mettre par terre, il ne s'agit pas de méconnaître les difficultés de ceux qui ont à prononcer des recommandations générales, ça c'est bien sûr, mais il s'agit de dire que tout citoyen a le droit de penser dans un pays libre et que s'il le fait avec cœur, il rend hommage à la règle en faisant exception à elle. Nous partageons cette notion d'équilibre. Pardon, je disais, nous partageons cette notion d'équilibre, justement, dans cette construction éthique. Merci, monsieur G.
Un grand merci à tous les deux. Merci, professeur Gilles. On va clore hein, notre soirée parce que, pardon de ne pas avoir pu prendre toutes les questions. Donc, je remercie vraiment vivement le professeur Gilles. Si vous souhaitez continuer, je dirais, à vous questionner, voilà, je le mets en partage d'écran. Vous pourrez retrouver l'ouvrage du professeur Gilles donc aux éditions, aux études hospitalières. Donc ce carnet de bord, ce que j'ai appelé un carnet de bord ou agenda, vous verrez, c'est assez bluffant finalement. On a du mal à situer temporellement si on est encore dans l'action, si ça c'est le passé, c'est le présent ou l'avenir. C'est pour ça que je disais que la lecture de cet ouvrage était parfois un petit peu perturbante. Merci à vous tous. Si vous le souhaitez, donc cette conférence était enregistrée, vous pouvez bien évidemment la revoir. J'invite le professeur Gilles peut-être à nous retrouver sur le lien privé que l'on avait tout à l'heure, le lien de 17h30, pour qu'on puisse éventuellement discuter simplement entre nous. Et puis je remercie les personnes qui étaient présentes ce soir d'avoir partagé ce moment de réflexion. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. On vous donne un rendez-vous à une prochaine rencontre d'Hippocrate. Bonne soirée. Merci à tous et à toutes. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Un grand merci. Au revoir.